para las familias que vivieron la separación, el desgarramiento de que los niños fueron enviados a los Estados Unidos, provocado por la Operación Peter Pan. Yo creo que eso fue y sigue siendo una huella imborrable en la memoria de los que lo vivieron. En 1959, la révolution cubaine menée par Fidel Castro triomphe. Dès lors, l'Amérique n'a de cesse de détruire ce chantre du communisme qui menace ses intérêts. Au-delà des opérations militaires et des coups portés à l'économie de l'île, les États-Unis se lancent également dans une vaste entreprise de déstabilisation. C'est dans ce climat délétère qu'une rumeur se répand. Relayée par l'Église catholique, le bruit court que les enfants cubains seront bientôt arrachés à leurs parents pour être éduqués par l'État. La rumeur de la nationalisation des enfants fait le tour de l'île et la panique s'installe. Pour les sauver du péril communiste, de nombreuses familles font un choix douloureux en envoyant massivement leurs enfants aux États-Unis. En 2 ans, 14 000 enfants sont exfiltrés de Cuba. En 1962, la crise des missiles va mettre un terme à cet exil qu'il pensait provisoire. Kennedy décrète l'embargo total et les frontières se referment comme un piège sur les enfants, empêchant tout regroupement familial. Éparpillés sur tout le territoire américain, certains ne reverront jamais leurs parents. Cet exode massif d'enfants porte un nom, l'opération Peter Pan. Si la complicité de l'État américain ne fait aucun doute, quel a été le rôle de la CIA? 50 ans plus tard, certains des enfants de Peter Pan se voient comme le symbole de la résistance au communisme de Castro. D'autres se considèrent comme des victimes collatérales de la guerre froide. Ce film raconte leur histoire. De 1940 à 1958, Cuba est l'une des nombreuses dictatures militaires contrôlées par Washington. Le dictateur cubain Batista cautionne la présence de mafieux américains, faisant du pays le royaume du jeu, de la prostitution et de la corruption. Après des années de lutte et plusieurs tentatives de renversement ratées, les révolutionnaires cubains mettent en déroute Batista et son armée. Le 8 janvier 1959, Fidel Castro, le commandant en chef de la révolution cubaine, entre en héros à La Havane. Le dictateur en fuite, la population cubaine réserve au leader Maximo un accueil triomphal, enfin libéré d'un régime répressif et impitoyable. Personne, ni même les Américains, n'imagine alors que Fidel Castro va bouleverser à ce point la structure sociale et économique du pays. Quand la révolution de Castro a triomphé en 1959, il s'agissait d'une révolution nationaliste contre un dictateur haï de tous, Fulgencio Batista. Mais entre 1959 et 1960, la révolution s'est radicalisée pour devenir une révolution socialiste. Les choses ont changé graduellement. Quand est survenue la révolution cubaine, le peuple de Cuba était très heureux d'en avoir fini avec ce qui était une dictature, celle de Batista. Et la majorité des gens étaient très contents d'avoir de nouvelles perspectives, celle d'un pays libre avec moins de corruption et avec la liberté. Mais il n'en a pas été ainsi. Quand les nouvelles lois ont commencé à arriver, qui permettaient en fait d'intervenir dans la vie de chaque citoyen, beaucoup de gens n'ont pas été d'accord avec les changements
qu'était en train de connaître le pays. Tout le monde était content et on pensait qu'un changement allait se produire à Cuba. Un changement positif. Mais rapidement, la situation s'est avérée être différente et effrayante. À la télévision, on ne voyait que les longs discours de Castro, des discours révolutionnaires. C'était un sacré changement de voir des procès et des exécutions à la télévision. Je me souviens encore de cet homme à qui on a tiré une balle dans la tête. Les choses avaient réellement changé. Dès son arrivée au pouvoir, le régime castriste se lance dans une chasse aux sorcières contre les sympathisants et les hommes de main de Batista. 400 exécutions auront lieu durant cette période, plongeant la population cubaine dans la peur et la suspicion. Un climat de peur régnait indéniablement à Cuba. Parce que chaque pâté de maison, dans chaque ville, avait ce que le gouvernement appelait un comité pour la défense de la révolution. Dans chaque pâté de maison, il y avait une famille qui espionnait tous ses voisins et dénonçait aux autorités tout comportement anticastriste. On ne savait jamais quand on serait remis au gouvernement pour avoir résisté au régime, de quelque manière que ce soit. Un seul mot de travers pouvait vous conduire en prison. Donc il est certain qu'il régnait un climat de peur. Mais le plus affreux dans tout cela, comme dans tous les régimes totalitaires, c'est que les Cubains avaient peur, les uns des autres. Nos iban a aplastar en el campo de la opinión pública. Se han encontrado con que la revolución cubana sabe también pelear y ganar batallas en este campo. Ce qui a surpris certains Cubains, et je parle des classes supérieures et moyennes, c'est la rapidité avec laquelle la révolution s'est radicalisée pour prendre la forme d'une révolution socialiste. Ils ne s'attendaient pas à ça, ni les États-Unis d'ailleurs. Ça a été une véritable surprise. La radicalisation de la révolution pendant ces 2 années va se traduire par les nationalisations, les expropriations d'entreprises américaines, les expropriations de certaines entreprises cubaines. Et en 1960, on est déjà au bord de la rupture pratiquement. En réponse à cette radicalisation et au nom de la lutte contre le communisme, le président Eisenhower met en place un dispositif d'étranglement économique contre Cuba en décrétant la réduction des importations puis la suppression totale du quota sucrier censé mettre Castro à genoux. La réponse de Cuba ne se fait pas attendre, et le 6 juillet 1960, Fidel Castro annonce les premières nationalisations et l'expropriation des entreprises nord-américaines. Si Castro avait comme premier objectif de libérer Cuba de l'influence américaine, il avait comme autre priorité de réduire les inégalités sociales en menant la bataille de l'illettrisme. Le 26 septembre 1960, dans son intervention emblématique aux Nations Unies, il annonce au monde entier qu'il éradiquera l'analphabétisme en moins d'1 an. Alors que sous Batista, environ 800 000 enfants en âge d'être scolarisés ne fréquentaient pas l'école, Castro mobilise près de 250 000 volontaires, professionnels, étudiants, lycéens ou simples écoliers, qui vont parcourir l'île pour remplir cette mission d'intérêt national. De son côté, l'Église catholique, grâce à son réseau d'écoles et son implantation historique dans l'île, continue à maintenir une éducation de très bon niveau, fréquentée par l'élite cubaine. Bien qu'initialement bienveillante à l'égard du nouveau gouvernement, sa position va progressivement évoluer. L'Église catholique cubaine était très critique à l'égard du régime de Batista, à cause des violations des droits de l'homme qu'il commettait. Donc, elle a d'abord soutenu le gouvernement révolutionnaire. Mais à mesure que la révolution s'est radicalisée pour devenir plus socialiste,
l'Église catholique, très conservatrice, a pris ses distances avec le gouvernement et s'est mise à le critiquer. C'est à ce moment-là que le gouvernement a lancé une sorte de contre-attaque en direction de l'Église. Il s'est avéré que la plupart des membres du clergé à Cuba n'étaient pas des Cubains, mais des étrangers, notamment des Espagnols. Alors le gouvernement s'est mis à les expulser, tout simplement, et puis il a fermé les écoles catholiques, et l'Église catholique est devenue un adversaire confirmé du gouvernement. Ils ont fermé toutes les écoles pour tout restructurer. Elles sont restées fermées 8 mois pour qu'ils puissent tout remanier, réécrire les manuels. Les écoles ne seraient plus jamais les mêmes. Les religieuses qui s'occupaient de nous ont été expulsées du pays. Ainsi, la dernière année que nous avons passée à Cuba, nous vivions cachés. Nous faisions semblant d'aller à l'école et donc nous enfreignions la loi, parce que l'école était obligatoire. Nous prenions en fait des cours particuliers chez différentes personnes, pour l'anglais, les maths, la dactylographie, sans savoir ce qu'il adviendrait de nous si nous étions pris. Nous avions très peur tous les jours en allant à ces cours. On ne savait pas ce qui arriverait si on nous attrapait, à nous ou à nos parents, parce que toute désobéissance était sanctionnée de lourdes peines de prison, donc on ne savait pas ce qui pouvait se passer. Le 6 juin 1961, le gouvernement décrète l'étatisation de l'éducation publique et par conséquent la disparition des collèges catholiques et des autres institutions privées. Par ces réformes anticléricales, le gouvernement cubain marginalise les familles catholiques les plus conservatrices. La population se divise en 2 camps antagonistes, celui qui s'enthousiasme pour la révolution et celui qui garde ses distances ou en critique certaines mesures. De nombreuses familles appartenant aux catégories aisées, souvent de tendance contre-révolutionnaire, refusent de voir leurs enfants élevés par un État communiste. Elles cherchent à quitter le pays. À La Havane, une rumeur alarmiste circule. Le bruit court que l'État cubain est sur le point de promulguer une loi qui aurait pour conséquence de nationaliser les enfants. Il y avait une rumeur qui circulait à La Havane au sein de la classe moyenne, selon laquelle le régime cubain allait envoyer leurs enfants en Russie, tout comme c'était arrivé en Espagne pendant la guerre civile. Les parents avaient vraiment peur. En octobre 1960, le 30 octobre 1960, une rumeur s'est propagée selon laquelle l'une des lois décrétées par le nouveau gouvernement révolutionnaire serait une loi sur la tutelle, retirant l'autorité parentale à tous les parents d'enfants âgés de 5 à 18 ans. Un message disait « Mère cubaine, on va t'enlever tes enfants. C'est la nouvelle loi. » Plus tard, quand s'est formée une résistance, des cadres de l'Église catholique ont commencé aussi à diffamer et diffuser cette fausse nouvelle. Le 30 octobre 1960, vers 20h, une certaine radio Swan émettant en direction de Cuba depuis les côtes du Honduras se charge de relayer et d'amplifier la rumeur. El gobierno de Castro prepara una nueva ley. Van a tomar todos sus niños. Tengan cuidado con sus hijos. Cette rumeur sur cette soi-disant loi qui circulait et disait que le gouvernement allait enlever tous les enfants à leurs parents et les envoyer en Union soviétique était absurde. Pourtant, les gens l'ont cru. Il faut bien se rendre compte que Cuba, en 1959, 1960, 1961, avait connu tout récemment, juste avant le triomphe de la Révolution, une vague de propagande anticommuniste féroce, correspondant au macartisme dominant aux États-Unis dans ces années-là. C'est-à-dire qu'il est très possible que l'idée selon laquelle les communistes mangeaient les enfants, ou n'importe quelle autre chose atroce qu'on pouvait attribuer à un régime communiste,
était déjà bien ancrée dans la tête de beaucoup de gens. Et ce n'est pas tout. Les antennes radio, Radio Swan et ses antennes, étaient dirigées par la CIA. Et toute cette propagande qui a été menée l'a été avec l'assentiment et selon les indications de la CIA. Tous les centres de la CIA que nous avons découverts et que nous avons infiltrés participaient à l'opération. Tous les agents de la CIA qui étaient à Cuba participaient à l'opération. On les a arrêtés et ils ont avoué. La propagande américaine contre Fidel Castro a en fait débuté avant qu'il n'arrive au pouvoir en 1959. Dès 1958, les États-Unis utilisaient leur réseau actif en Amérique latine pour propager des histoires négatives sur Fidel Castro dans la presse latino-américaine. Évidemment, du côté de Washington, on prépare le renversement du régime. Et on le prépare très tôt. Et on peut s'interroger pourquoi ce renversement? Bien parce que les intérêts américains sont atteints par cette révolution. Voilà un tout petit pays qui leur tient tête, finalement. Et derrière, il y a ce qu'on appelle l'arrière-cour latino-américaine, qui est la zone d'influence des États-Unis. Et donc, la peur de la contagion fait qu'à Washington, on se prépare à renverser ce régime, en pensant d'ailleurs que ce sera très facile de le renverser, ce qui s'est révélé une erreur. Paniqués par cette rumeur et effrayés par les nouvelles réformes du gouvernement cubain, de nombreux parents se dirigent vers un réseau clandestin du nom de Rescate, composé d'opposants au régime castriste, dont la mission était de sauver les enfants en les envoyant à l'abri aux États-Unis. Le plan consistant à faire sortir les enfants en danger de Cuba fut initié par deux hommes, le révérend Walsh, un jeune prêtre irlandais basé à Miami, et James Baker, directeur et propriétaire de la Ruston Academy, une école catholique à La Havane fréquentée par la bourgeoisie cubaine. James Baker était à Cuba, à la Ruston Academy, une école américaine de La Havane. Beaucoup de parents d'élèves étaient impliqués dans le mouvement clandestin anticastriste et voulaient envoyer leurs enfants à Miami pour qu'ils y soient en sécurité, tandis qu'eux combattaient à Cuba, dans les réseaux clandestins. Alors il est venu à Miami. On lui avait dit que la personne à contacter était Monseigneur Walsh parce qu'il étudiait déjà la question. Ils se sont rencontrés et ils ont décidé que James Baker enverrait les enfants à Miami et que Monseigneur Walsh les prendrait en charge. Et c'est ainsi que l'opération Peter Pan a commencé. Avec le soutien du gouvernement américain, Baker et Walsh vont secrètement mettre en place les détails de l'opération. L'ambassade américaine recevra des demandes d'exemption de visa à titre exceptionnel. Appelés Visa Waiver, ils permettront aux enfants de rentrer sur le territoire américain sans faire de demande officielle auprès des États-Unis. Ainsi, l'opération était officiellement menée par le Bureau d'entraide catholique de Miami. Au départ, l'opération a été mise en place par Monseigneur Walsh dans le cadre d'un programme de l'Église catholique, avec des implications possibles du département d'État. Certains ont dit que la CIA était impliquée, mais ça n'a jamais vraiment été démontré. En tout cas, il est certain que le département d'État y a participé, puisqu'il a rendu possible la délivrance de laissez-passer pour ces jeunes enfants cubains. Le secret était impératif pour protéger les familles cubaines et empêcher Fidel Castro de retenir les enfants. Baker et Walsh devaient toujours communiquer via des sources diplomatiques. En quelques semaines, Baker envoya une liste d'enfants prêts à immigrer. 200 d'entre eux étaient attendus. Mais personne ne se rendait compte que ce chiffre allait augmenter très vite et que des milliers d'autres participeraient bientôt au plus grand exode d'enfants de l'hémisphère ouest. L'opération Peter Pan était en marche. Les parents à Cuba ont commencé à entendre parler de ces laissez-passer et voulaient absolument envoyer leurs enfants aux États-Unis. Et comme le père Walsh avait, pour ainsi dire, obtenu carte blanche de la part du département d'État pour ces laissez-passer, en quelques mois, des milliers de parents ont demandé à les obtenir pour leurs enfants.
Monseigneur Brian Walsh, pour moi, était à la tête de tout. Il a été l'architecte d'un développement historique majeur. Mais il l'ignorait. Il ne savait pas qu'il était en train de jouer un rôle historique. Il pensait simplement, voilà ses enfants, et l'évêque m'a chargé de m'en occuper. Voyons ce qu'on peut faire. Combien de nourriture il faut, combien de lits. L'église de Miami doit assurer dans l'urgence l'accueil de 14 000 enfants cubains sans leurs parents. Sans autorisation du gouvernement cubain et américain, les parents se séparent de leurs enfants dans la précipitation, sans savoir quand et comment ils pourront les rejoindre. Les parents ne pouvaient pas accompagner les enfants. Les parents n'étaient pas admis sur le territoire américain. L'opération Peter Pan consistait justement à faire en sorte que des parents paniqués acceptent de voir leurs enfants partir sans savoir même très bien où ils allaient atterrir, précisément parce que la peur était tellement grande, le danger était tellement grand, le risque était tellement important qu'il valait mieux qu'ils quittent Cuba dans ces conditions plutôt que de rester dans un pays qui pouvait connaître une guerre et dans un pays où ils risquaient d'être totalement enlevés pratiquement à leur famille. Un événement va précipiter les familles dans la décision d'envoyer leurs enfants aux États-Unis. Le 17 avril 1961, John Kennedy autorise une opération préparée sous le gouvernement Eisenhower, l'invasion de Cuba par des opposants au régime castriste. Mais le débarquement de la baie des Cochons tourne au désastre. Parmi les opposants qui sont capturés lors de l'invasion ratée figurent 3 prêtres catholiques. La tension monte d'un cran et Fidel Castro décide d'expulser tous les prêtres catholiques étrangers. Face à la réponse de Cuba, les familles cubaines catholiques et conservatrices, se sentant en danger, s'activent et jouent de discrétion pour obtenir, grâce à l'opération Peter Pan, le fameux laissez-passer pour leurs enfants. La rumeur de nationalisation des enfants cubains et la rigueur du régime prennent de l'ampleur. Les demandes pour faire sortir les enfants ne cessent d'affluer et la politique intérieure se durcit. Nos parents se sont mis à demander clandestinement des visas. On obtenait en fait des exemptions de visa, ce qui signifie qu'on n'avait pas de visa à proprement parler. Je pense que nous avons été les premiers immigrés clandestins, nous les jeunes, garçons et filles, qui sont venus aux États-Unis. Pour sortir du pays, on recevait une notification par télégramme et il fallait se présenter à l'aéroport 2 ou 3 jours après. Dans mon cas précis, l'autorisation est arrivée un jeudi et je suis parti le dimanche ou le lundi. Je ne me souviens plus. À l'époque, on n'imaginait pas que tout cela serait permanent. Dans nos esprits, nous envisagions plutôt une durée de quelques mois, et puis quelque chose allait se passer à Cuba. On était convaincus à l'époque que les États-Unis n'allaient pas tolérer un régime communiste dans cet hémisphère. À l'époque, on pensait que ce serait du très très court terme. Ce n'est pas ce qui s'est passé, mais c'est ce qu'on pensait. Les choses changeaient tous les jours à Cuba. Parfois, on permettait aux parents de dire au revoir à leurs enfants et parfois non. Quand mon tour est arrivé, un seul de mes parents a été autorisé à m'accompagner. Et bien sûr, mon père a décidé que ce devait être ma mère. Mon père, c'était Dieu à mes yeux. Mon père était ma personne préférée au monde et je devais lui dire au revoir. Mais le plus triste n'a pas été de lui dire au revoir, ça a été de le voir anéanti. Impossible d'expliquer l'expression de mon père ce jour-là. C'était quelqu'un de très fort, physiquement et mentalement.
Et là, on aurait dit qu'il était sur le point de s'effondrer. Et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Voir mon père comme ça, ne pas savoir si je le reverrai un jour, s'il allait avoir des ennuis avec le gouvernement, peut-être être exécuté. Cet au revoir à mon père a été le moment le plus triste de toute ma vie. Le jour du départ, à l'aéroport José Martí de La Havane, les soldats et douaniers du régime attendent fermement les enfants en partance. Considérés comme des traîtres à la nation cubaine, aucune complaisance ne leur sera faite malgré leur jeune âge. La déchirure pour les familles est immense, d'autant que pour la plupart, les parents ne savent pas quand ils pourront rejoindre leurs enfants. Une fois à l'aéroport, les enfants étaient placés dans un endroit appelé l'aquarium, une salle vitrée. C'était difficile parce qu'on y passait des heures et nos parents ne pouvaient rien faire pour nous. Les vitres étaient si épaisses qu'aucun son ne passait au travers. Et tous ceux qui partaient ce jour-là devaient attendre dans cette salle, derrière ces vitres, pendant des heures et des heures. On pouvait voir sa famille, les gens qu'on allait quitter, de l'autre côté des vitres, mais on ne pouvait pas leur parler. Et ça, c'était pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Dans l'aquarium, il y avait des compartiments et on nous examinait, c'est-à-dire qu'on nous faisait enlever nos vêtements dans leur totalité. Nous devions tout enlever. On inspectait soigneusement nos poches, nos chaussures, on regardait s'il y avait quelque chose de caché dans les talons des chaussures. En somme, c'était une inspection personnelle très minutieuse. Chaque personne était fouillée. Par exemple, les petites filles avaient des poupées et il pouvait arriver qu'ils leur arrachent la tête pour voir s'il y avait des bijoux ou de l'argent caché dedans. La seule chose que j'ai pu emporter, que j'ai eu la chance d'emmener avec moi en quittant Cuba, je peux vous la montrer. Je l'ai toujours avec moi. C'est une pièce de 25 centimes cubains. Une pièce courante, mais qui pour moi représente toute la fortune que j'ai pu sortir du pays. C'est un moment dont j'allais me souvenir à jamais. Tous les parents étaient en larmes. Et à l'intérieur, les enfants leur disaient au revoir et les embrassaient à travers la vitre. Jusqu'au moment où on nous a dit qu'il fallait partir. Nous avons grimpé les marches. Nous sommes montés à bord de l'avion. Il a décollé. Et c'est la dernière fois que j'ai vu Cuba. Le gouvernement cubain ayant interdit aux personnes de prendre leurs effets personnels pour quitter le pays, beaucoup d'enfants arrivent dans le meilleur des cas simplement avec quelques dollars en poche et juste de quoi se changer. Les enfants de l'opération Peter Pan sont conduits immédiatement dans des camps gérés par le révérend Walsh et le diocèse de Miami, comme celui de Matecumbe, réservé aux adolescents. Certains sont en attente d'une famille d'accueil américaine. D'autres sont placés dans des orphelinats gérés par les religieuses ou les prêtres. À terme, les Peter Pan seront éparpillés dans plus de 30 États, jusqu'en Alaska. Quand je suis arrivé à Miami, je suis arrivé seul, sans famille, sans connaître la langue anglaise et sans aucun recours économique. À l'aéroport de Miami, j'ai dit que je voyageais seul et les autorités m'ont dit d'attendre, que quelqu'un allait venir me chercher pour que je puisse lui raconter mon histoire et qu'on m'aide et qu'on voit ce qu'on pouvait faire de moi.
Un homme s'est présenté, c'était un représentant de l'Église catholique. Et il m'a emmené dans un camp de réfugiés, d'enfants, de mon âge, qui s'appelait Camp Matecumbe. Quand je suis arrivé à Miami avec mon petit frère, on nous a séparés. Comme je cherchais désespérément à savoir où il était, on m'a dit que les jeunes enfants étaient envoyés à un certain endroit. Et les adolescents comme moi, qui avaient 13 ans, à un autre. Comme j'étais l'aîné, j'étais censé prendre soin de mon frère cadet. Mes parents me l'avaient demandé. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu l'impression de manquer à mon devoir. Le camp de Matecumbe était tout sauf un camp de vacances. C'était un campement improvisé avec quelques cabanes, 2 ou 3 cabanes. Mais c'était surtout des tentes de camping, avec des couchettes, comme si c'était un camp militaire. La journée, il y avait des activités. Il y avait des cours d'anglais, sous un arbre. Nous nous asseyions sous un arbre parce qu'il n'y avait pas de salle de classe. Et on y passait quelques heures à essayer d'apprendre l'anglais ou de pratiquer l'anglais. Le reste du temps, on le passait à attendre, parce qu'on attendait de partir. Soit qu'un parent arrive, soit qu'on parvienne à vous trouver un orphelinat, et qu'ainsi, on puisse quitter le camp Matecumbe. La plupart des Pedro Pan étaient des adolescents, en majorité des garçons. Mais il y avait d'autres cas. Par exemple, dans mon foyer à Florida City, il y avait un enfant de 4 ans qui était arrivé avec sa sœur de 12 ans. Donc je sais qu'il y a eu des cas d'enfants jeunes. Ce n'était pas la norme, c'était l'exception. Mais oui, il y a eu des petits. Je peux imaginer combien, pour un enfant très jeune qui ne comprend pas ce qui se passe à Cuba, l'expérience pouvait être traumatisante. J'insiste sur le fait que ce n'était pas un camp de vacances où nous nous amusions. Les enfants pleuraient la nuit. On sentait beaucoup d'anxiété dans l'air. On n'avait aucune idée du futur ni de ce qui allait nous arriver. On ne savait pas non plus si nos parents allaient pouvoir quitter le pays ou pas. De ce fait, c'était tout un mélange d'émotions différentes. Les enfants arrivent massivement dans les camps. Il faut répondre à la demande par de nouvelles infrastructures. Rapidement, dès 1961, John Kennedy donne l'ordre que tous les programmes relatifs aux réfugiés cubains soient pris en charge par le ministère de la Santé, de l'Éducation et des Affaires sociales. Le coût initial de ces programmes destinés aux réfugiés cubains est estimé en 1961 à 4 millions de dollars. Mais son application se prolongera jusqu'en 1975 pour un coût d'environ 1 million de dollars par an, devenant parmi tous les programmes d'aide le plus cher jamais entrepris aux États-Unis. Castro savait qu'un grand nombre d'enfants quittaient l'île. Et j'irais même jusqu'à dire que le régime a laissé faire, parce que ces enfants seraient devenus des ennemis de l'État. Cuba ne pouvait que mieux se porter sans ces gens. Nous serions devenus des fardeaux. Nous nous serions rebellés. Parce que nous avions été éduqués par des prêtres et que l'Église était leur ennemi. Donc je pense que Castro voulait que nous quittions l'île.
Le gouvernement cubain a complètement sous-estimé l'importance que pouvait prendre cette opération, et même pour certains d'entre eux, n'y a pas cru au début, tellement cette affaire semblait invraisemblable. Et il est impossible, dès lors que les parents sont d'accord, d'empêcher le départ de ces enfants. Ils sont d'accord pour prendre les risques pour eux-mêmes, parents, et pour sauver leurs enfants. À l'époque, on ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans les services de sécurité et les services secrets, on luttait contre les délits les plus graves et les plus dangereux, c'est-à-dire contre les agressions, les invasions, les projets d'attentats, les sabotages. Et puis, c'était normal que quiconque souhaite voyager puisse le faire. Nous ne considérions pas comme un acte contre-révolutionnaire ou un délit le fait que les parents puissent envoyer leurs enfants où ça leur chantait. Vous comprenez ce que je veux dire? On m'a souvent posé cette question. Parfois, les Peter Pan eux-mêmes sont venus me voir et m'ont dit « Pourquoi vous les avez laissés nous emmener ?» Mais si nous avions empêché les parents de faire partir leurs enfants, nous leur aurions volé leur autorité parentale. Vous comprenez? Et comment a-t-on découvert ce qui s'était passé? Après coup, quand les Américains l'ont dit, quand ils ont annoncé que ces départs, que nous considérions comme normaux, étaient en fait une opération. Les fausses lois et tout le reste n'étaient qu'un autre élément de l'entreprise de diffamation générale qu'il y avait contre la Révolution. L'opération Peter Pan a fait partie d'un nombre incalculable d'agressions de la part des États-Unis contre Cuba et de mesures déstabilisatrices contre le gouvernement cubain. J'ai tendance à penser que cela a d'abord été une opération de la CIA destinée à faire sortir du pays les enfants des dirigeants contre-révolutionnaires. Mais la CIA ne pouvait pas faire sortir seulement les enfants des dirigeants contre-révolutionnaires. Il fallait envelopper cette opération dans une opération plus importante qui leur serve de couverture, précisément pour cacher les faits et les personnes impliquées. L'opération Peter Pan a commencé comme cela, et puis elle a acquis sa dynamique propre, selon une logique qui était d'essayer de déstabiliser de 1000 manières différentes la société cubaine. Et une des manières principales de procéder était d'introduire de la peur par rapport à la famille. Le pays était plongé dans une guerre psychologique constante qui était bel et bien désignée comme telle dans les plans nord-américains contre Cuba. Je peux vous dire que des membres du gouvernement des États-Unis, du département d'État et de la CIA et du gouvernement lui-même ont participé, tant sous Eisenhower que sous Kennedy. Ils ont tous participé. On nous a expulsés de l'Organisation des États américains pour essayer de nous isoler. Il y a eu le blocus économique. Il y a eu la diffamation à travers les moyens de communication qu'ils contrôlaient, à travers la presse internationale. Il y a eu la participation de leurs alliés, y compris pour l'opération Peter Pan. Presque toutes les ambassades des pays européens, mais aussi d'Amérique latine ont collaboré. Cette opération Peter Pan a été une opération d'une sauvagerie invraisemblable, parce que c'est une manipulation des enfants, c'est une manipulation des parents, c'est une manipulation des familles. 14 000 enfants enlevés comme ça à leur pays, à leur famille. Ils parlent espagnol, ils atterrissent dans un pays dont la société est extrêmement différentes. Leurs capacités d'adaptation vont être très compliquées. C'est une opération barbare et qui témoigne des méthodes qui, au début, ont été utilisées contre Cuba et contre ce gouvernement. Alors que l'opération Peter Pan tente la réunification des familles, Cuba essaye tant bien que mal de faire face aux agressions économiques des États-Unis.
L'embargo asphyxiant la population cubaine, cumulé à la tentative d'invasion de la baie des Cochons, pousse Fidel Castro à se rapprocher de Moscou au point de devenir dépendant de l'URSS. Cuba se retrouve alors au milieu d'un jeu dangereux entre l'URSS et les États-Unis. And that Cuba must not be abandoned to the communists. And we do not intend to abandon it either. Quand Fidel Castro a été confronté à l'hostilité des États-Unis, au renforcement des sanctions économiques, aux attaques paramilitaires, je pense qu'il a compris que pour assurer la survie de son gouvernement révolutionnaire, il lui fallait absolument trouver des partenaires extérieurs qui pourraient l'aider à se défendre contre l'hostilité des États-Unis. Il s'est donc naturellement tourné vers l'Union soviétique. Les Soviétiques souhaitaient ardemment avoir une base en Amérique latine. Et donc, comme Nikita Khrouchtchev l'a écrit dans ses mémoires, l'Union soviétique se réjouissait de l'aggravation des hostilités entre les États-Unis et Cuba. Parce que le régime sentait que cette situation attirerait Cuba vers elle comme de la limaille vers un aimant. Profitant de ce rapprochement stratégique, l'Union soviétique installe des missiles nucléaires à Cuba qui menacent directement les États-Unis. En octobre 1962, la crise des missiles éclate et met le monde au bord de l'affrontement nucléaire. Cuba se retrouve au centre d'un face-à-face dangereux entre les deux superpuissances. Les Soviétiques acceptent de retirer leurs missiles du sol cubain en échange de l'engagement des États-Unis à ne pas envahir le pays. Cette crise provoque l'arrêt immédiat de toutes les liaisons aériennes et maritimes entre Cuba et les États-Unis, empêchant les enfants de l'opération Peter Pan de revoir leurs parents. Pour combien de temps, tout le monde l'ignore. L'opération Peter Pan est suspendue. Après la crise des missiles d'octobre 1962, le gouvernement Kennedy a interrompu les liaisons, les vols aériens et les mouvements maritimes entre les deux pays. De fait, beaucoup de personnes qui avaient prévu de partir, qui avaient envoyé leurs enfants en premier pour ensuite les rejoindre, ont dû rester à Cuba. Certains parents ont essayé ensuite de passer par d'autres pays, comme l'Espagne, afin de retrouver leurs enfants. D'autres n'y sont jamais parvenus et n'ont pu retrouver leurs enfants que longtemps après, je dirais à partir de 1978, quand les liaisons ont pu reprendre. Je n'ai pas revu mon père pendant plus de 20 ans. J'ai quitté mon père quand j'étais un jeune adolescent. Et quand je l'ai revu, j'étais marié. J'avais 2 enfants. Mais mon cas n'est pas unique. Et il y a eu des milliers, des centaines de milliers de familles qui ont été séparées. Certains de mes amis Pedro Pan n'ont jamais revu leurs parents. Ils sont morts à Cuba. Ils n'ont pas pu sortir de l'île. Et c'est sans doute la partie la plus importante de cette histoire. Toutes ces familles qui sont restées séparées pendant tant d'années. Cette histoire d'opération Peter Pan n'est pas un conte de fées où nous avons tous eu du succès dans la vie et où nous avons tous vécu heureux pour toujours. Pour beaucoup, cela a eu un impact émotionnel traumatisant, tel que même après l'arrivée des parents, certains ont continué à avoir des sentiments conflictuels. Ils ne comprenaient pas pourquoi leurs parents les avaient envoyés aussi loin. D'autres, comme moi, sont reconnaissants du sacrifice énorme des parents, qui se sont séparés de leurs enfants encore petits pour garantir qu'ils seraient libres, qu'ils vivraient dans une société sans restriction de liberté. L'âge d'arrivée joue beaucoup sur la façon dont chacun des Pedro Pan perçoit l'opération. Les enfants de 6 ou 8 ans ne pouvaient rien connaître de la situation à Cuba, ni comprendre pourquoi on les avait envoyés aux États-Unis. Ainsi, les enfants plus jeunes se sont sentis rejetés par leurs parents, et je peux le comprendre.
Il se demandait pourquoi il se retrouvait soudain seul aux États-Unis. Ça tient beaucoup à l'âge. Les trajets aériens qui ont pris le nom d'opération Peter Pan ou Pedro Pan, c'est un nom qui ne me plaît pas et je trouve qu'il ne convient pas du tout. Parce que dans l'histoire de Peter Pan de Walt Disney, les enfants qui partent au pays imaginaire restent enfants pour toujours. Or, les enfants de l'opération Pedro Pan ont dû devenir adultes dès la minute où ils ont quitté Cuba, instantanément. En 1962, plus de 50 000 enfants attendaient encore d'être évacués vers les États-Unis. Aucun d'entre eux ne fera le voyage. Si pour ceux qui restaient à Cuba, le rêve américain s'effondrait, ils ignoraient que les élus qui eurent la chance d'atteindre Miami allaient payer ce rêve au prix fort, celui du déracinement, loin de leur famille et de leur terre natale. Je dirais que je me sens cubain-américain. Il est indéniable que j'aime les États-Unis, que j'aime ce pays qui nous a recueillis. Et j'ai vécu la plupart de ma vie ici, bien plus longtemps qu'à Cuba. Mais ce sentiment d'être cubain fait partie de moi et de ma mentalité. Je suis née à Cuba et j'en suis très heureuse. Et puis, je suis venue aux États-Unis et je suis très heureuse d'y vivre. Donc, je suis les deux. Mais s'il y avait une guerre, je serais du côté américain. Je suis américaine. Les enfants de Pedro Pan ont beaucoup de choses en commun. Parce qu'ils ont traversé les mêmes épreuves. Naturellement, chaque histoire est unique. Nous avons tous un vécu différent. Mais un lien fort, très fort, existe entre nous. Un lien spontané. Parce que nous partagerons toujours des souvenirs communs. « 21 novembre 1964. Ma petite Isabella et ma petite Carmen, mes chères petites filles. Il ne reste plus qu'un petit mois avant Noël. Et je me dépêche de vous envoyer cette petite lettre pour que notre message de vœux vous arrive à temps. Maman et papa ne vous oublient pas une seconde. Vous êtes notre plus grand trésor. Et pour vous sauver, nous n'avons pas lésiné sur le sacrifice. Espérons qu'en cette nouvelle année, notre doux foyer sera aussi heureux que cette lettre. À vous deux, 1000 vœux et tout le meilleur du monde. Câlins et baisers, maman et papa. En 1991, soit 30 ans plus tard, les enfants de Peter Pan ont créé le Pedro Pan Group, une organisation nationale caritative. Elle est composée de plus de 6000 Pedro Pan répartis sur tout le territoire américain et a pour but de rappeler aux générations futures l'existence de leur exode, le plus important de l'histoire cubaine et américaine. Il faut préserver la mémoire de cette période de l'histoire. C'est important. Il faut rappeler aux gens que 14 000 enfants innocents ont été non pas tués, mais retirés de leur foyer, déracinés. Et ça leur a déchiré le cœur de partir vers un pays inconnu, avec une langue différente, avec des gens différents, des gens inconnus. Je pense que nous avons été des pions dans la guerre froide entre les États-Unis et Cuba. Le pari américain de voir l'opération Peter Pan être le détonateur d'une révolution ne verra jamais le jour. Aujourd'hui, chacun fait preuve de résilience, mais l'histoire ne s'écrit pas pour tous de la même façon. Si pour certains, la décision de leurs parents se justifie par la peur du chaos,
la violence révolutionnaire et le rejet du communisme, pour ceux qui sont restés à Cuba, l'opération Peter Pan est le résultat d'une manipulation américaine. Mais tous se reconnaissent comme les victimes d'une guerre froide sans état d'âme.